La ruelle ténébreuse, effrayante histoire de meurtre et de violence, est une métaphore du désir. C'est en effet par la grâce d'une double convoitise que le héros, le pédant de collège Alphonse Archiprêtre, entre dans l'univers fantastique. Amoureux de la belle pirate Anita, il se fait larron pour acquérir les charmes monnayés d'Anita. Mais son larcin dérisoire, le vol de 3 pièces d'or, l'investit d'un espace dont il est seul à avoir la possession, cette Bérégonegasse, dont l'entaille jaune et irréelle se dessine au cœur de la ville réelle de Hambourg. Les deux espaces, le réel et le rêve, sont superposés et inscrits dans un même présent, celui du texte, qui obéit à un découpage savant et minutieux. Par une série de ruptures temporelles, le lecteur est projeté de l'espace réel à l'espace onirique, puisque le héros lui-même est incapable de discerner où commence et où finit son rêve. Ces jeux spatio-temporels sont l'originalité de cette histoire symbolique qui ne se réfère au mythe des Striges, ces vampires assoiffés de sang et de meurtre, que pour faire ressortir une constante de l'âme humaine, son infernale cupidité. Sur un quai de Rotterdam, les winches pêchaient hors des cales d'un cargo des ballots pressés de vieux papier. Le vent les hérissait de banderilles multicolores, quand tout à coup l'un d'eux éclata comme une futaille dans la flamme. Il y avait là de pauvres livres dont les pages étaient restées jointes comme des mains désespérées. Et ma canne fourrageait dans cet immense résidu de la pensée. De toute cette prose anglaise et allemande, je retirai quelques pages de France, numéro du magasin pittoresque. Ce fut en feuilletant la revue si adorablement illustrée et si lugubrement écrite que je découvris le cahier rédigé en français. La couverture portait un nom, Alphonse Archiprêtre. Je suis à présent édifié. On m'a indiqué le plus ancien cocher de la ville, dans la fameuse Kneipe où il boit la bière d'octobre capiteuse et parfumée. Je lui ai offert à boire, puis... Maintenant, menez-moi impasse Sainte-Bérégonne. Il me regarda d'un air fort ahuri, puis éclata d'un bon rire. Vous êtes un fin bonhomme. Ah, et pourquoi? C'est me mettre à l'épreuve. Je connais toutes les rues de la ville. Que dis-je, les rues? Les pavés. Il n'y a pas de rue Sainte-Béré... Comment donc? Bérégonne. Mais dites-moi, n'est-ce pas du côté de la Molenstrasse? Non, cela n'existe pas plus par ici que le Vésuve à Saint-Pétersbourg. Non, ça n'existe pas par ici ni dans toute la ville. Or, au-dessus de son épaule, je vois l'entaille jaune de l'impasse Sainte-Bérégonne, entre la distillerie Klingbaum et un grenier anonyme. J'en conclus que pour le monde entier, moi excepté, cette ruelle existe en dehors du temps et de l'espace. Je me suis à la fin forgé des raisons diverses pour me convaincre que ce monde était inhospitalier à un être humain, et ma curiosité a capitulé devant ma peur. Pourtant, le peu que je voyais de cette échappée sur l'incompréhensible était si banal, si ordinaire, si médiocre. Je dois avouer que la vue était coupée immédiatement à 10 pas par un coup de brusque de la ruelle. Tout ce que je pouvais donc en voir, c'était de hautes murailles mal chaulées, et sur l'une d'elles, quelques caractères charbonneux, Sainte-Bérégonne-Gasse. Puis un pavage verdâtre et usé qui faisait défaut un peu avant le brusque tournant, et, dans un sol meuble, laissait pousser des viornes. Je me demande pourquoi dans le vaste monde, ce bizarre privilège échoua à moi seul. Ce fut la branche de viorne qui déclencha l'aventure. Suis-je bien sincère en cherchant là cette chiquenaude initiale qui met en mouvement les mondes et les événements? Pourquoi ne pas parler d'Anita? Il y a quelques années, les havres hanséatiques voyaient arriver encore, sortant des brumes comme des bêtes penaudes, de bizarres petits bateaux gréés à la façon latine. Ah, disait-on, voilà les lougres de rêve. On racontait que les tristes équipages de ces bateaux
vivait le long des côtes dorées de l'Adriatique et de la mer Tyrrhénienne dans un rêve fou, situant dans notre nord cruel une cocagne fantastique, sœur de la Thulé des anciens. Le nord a fleuri les tombes de ces bateaux d'un doux nom, les lougres du rêve, et, s'il fait rire de grossiers matelots, il m'émeut, moi, et pour peu il m'embarquerait parmi ce rêve. C'est peut-être aussi parce que Anita est leur fille. Elle est venue de là-bas, toute petite, dans les bras de sa mère, sur une tartane mi-pontée. Anita est restée seule, mais son rêve, qui a conduit la barque vers ces quais de bois moisis, ne l'a pas quittée. Elle croit à la fortune nordique, et elle la veut âprement, je dirais presque avec haine. Dans ce Tempelhof aux grappes de lumière blanche, elle danse, elle chante, elle jette des fleurs rouges qui retombent en averses de sang sur elle, ou se grillent aux courtes flammes des quinquets. Ensuite, elle passe parmi le public, tendant en guise de sébille une conque de nacre rose. On y jette de l'argent, de l'or même. Et c'est alors seulement que son regard sourit, qu'il s'attache une seconde comme une caresse à l'homme généreux. J'ai donné de l'or. De l'or, moi, humble professeur de grammaire française au gymnasium, pour un regard d'Anita. C'était ma dernière pièce d'or. Je n'ai plus d'argent, plus. En passant devant Klickbaum, dans la Mollenstrasse, une calèche hanovrienne à 4 chevaux m'a frôlé. J'ai fait 2 bonds effrayés dans la Beregongasse. Ma main machinalement a cassé une branche de viorne. Elle est sur ma table. Elle m'ouvre tout à coup un monde immense, comme une baguette de magicienne, en résonnant. D'abord mon recul effrayé dans la mystérieuse ruelle, et mon retour ensuite dans la Mollenstrasse me démontre que cet espace m'est aussi facile d'accès et de départ que n'importe quelle venelle ordinaire. Mais le rameau est un apport, voyons, philosophique, immense. Ce bout de bois est de trop dans notre monde. Je puis donc, hors d'elle, emporter un objet dans le monde des hommes. Et là, personne ne pourra m'en contester la propriété. Mon argumentation continue. Pour en arriver à me démontrer à moi-même qu'un vol dans la Beregongasse n'en est plus un, dans la Mollenstrasse. Demain, j'entre dans l'inconnu. Trois petites portes jaunes dans le mur blanc. Au-delà du coude de la ruelle, les viornes continuaient à mettre du vert et du noir parmi les pavés, puis les 3 petites portes parurent. Se coudoyant presque et donnant à ce qui aurait dû être singulier et terrible, l'aspect puéril d'une rue de béguinage flamand. Mes pas sonnaient très clairs dans le silence. Je frappai à la première des portes. Seule la vie vaine de l'écho s'éveilla derrière elle. Je frappai 2 coups plus forts, le tripluie. Les échos partaient à grand bruit et bouleversaient, en confuse rumeur, les silences tapis au fond de prodigieux corridors. Parfois, ils semblaient imiter des pas très légers, mais ce furent les seules réponses du monde enfermé. Il y avait des serrures, comme à toutes les portes que j'ai l'habitude de voir. Le soir de l'avant-veille, j'avais passé 1 heure à ouvrir celle de mon appartement avec un fil de fer tordu, et c'était aisé comme un jeu. J'avais un peu de sueur sur les tempes, un peu de honte au cœur. Je sortis de ma poche le même crochet et le glissai dans la serrure de la première petite porte. Et comme celle de ma chambre, très simplement, elle s'ouvrit. Je suis à présent dans ma chambre, parmi mes livres, avec un ruban rouge tombé d'une robe d'Anita sur ma table, et 3 thalers d'argent dans ma main crispée. 3 thalers.
Je vous dis que j'ai de ma propre main assassiné ma plus belle destinée. J'ai été mesquin, vil, absurde, Mais 3 thalers. Combien cette aventure, qui devait être prodigieuse, s'étripe. 3 thalers que l'antiquaire Gockel m'a allongé en rechignant pour ce plat ciselé. 3 thalers. Mais c'est un sourire d'Anita. Je les ai brusquement jetés dans un tiroir, on frappait à ma porte. C'était Gockel. Il souriait à présent, accommodant mon nom qu'il prononce mal de Herr Doktor et Herr Lehrer sans nombre. Je crois que je vous ai fait tort, Herr Doktor. Grandement. Ce plat vaut certes davantage. Il a sorti une boursette de cuir, et j'ai vu soudain luire le sourire jaune de l'or. Il se pourrait que vous ayez des objets de la même provenance, je veux dire, du même genre. La nuance ne m'avait pas échappé. Sous l'urbanité de l'antiquaire, veillait l'esprit du receleur. Le fait est qu'un de mes amis, savant collectionneur, et dans une situation difficile, ayant besoin de régler certaines dettes, désire faire argent de quelques pièces de sa collection. Plus, je rends donc service. Gockel secoua frénétiquement la tête, il sembla béé d'admiration pour moi. C'est comme cela que j'envisage l'amitié. Ce soir-là, très tard, j'accompagnai Anita par les rues bleues de lune jusqu'au quai des Hollandais, où sa maison se blottit au fond d'un massif de hauts lilas. Oui, mais enfin, je dois remonter dans mon récit à ce plateau, vendu pour des thalers et de l'or, ce qui me valut pour un soir l'amitié de la plus belle fille du monde. La porte s'était ouverte sur un long corridor dallé de bleu. Une verrière givreuse y diffusait la lumière et déchiquetait les ombres. Ma première impression d'être dans un béguinage des Flandres s'accentua surtout quand, au bout du vestibule, une porte ouverte m'introduisit dans une large cuisine voûtée, aux meubles rustiques, luisants de cire et d'encaustique. Ce cadre bonasse était si rassurant que j'appelai à haute voix « Hello ! Y a-t-il quelqu'un là-haut ?» Une résonance puissante gronda, mais aucune présence ne tint à se manifester. Je ne pris aucune précaution pour bouleverser des tiroirs maigrement garnis de couverts et de linge de table. Mes pas sonnèrent librement dans des pièces contiguës, meublées en parloir de couvent, sur un escalier en chêne magnifique qui... Ah, il y eut dans cette visite matière à étonnement. Cet escalier ne menait nulle part. Il plongeait à même la muraille terne, comme si, au-delà de la barrière de pierre, il se prolongeait encore. Tout cela baignait dans cette lueur ivoirine des vitraux dépolis qui formaient le plafond. J'entrevis ou crus entrevoir sur le crépi du mur une forme vaguement hideuse, mais en la fixant attentivement, je vis qu'elle était formée de minces craquelures et qu'elle s'apparentait seulement au monstre que nous distinguons dans les nuages et dans les dentelles des rideaux. Du reste, elle ne me troubla pas, car en m'y reprenant une seconde fois, je ne la vis plus dans le réseau des gerçures du plâtre. Sur un dressoir, il y avait un lourd plateau qui me parut avoir un peu de valeur. Je le glissai sous mon manteau. J'étais déçu au-delà de toute idée. Il me semblait avoir chipé des sous dans une tirelire d'enfant ou dans le chétif bas de laine d'une vieille parente. Et j'allais trouver Gockel, l'antiquaire. Les 3 petites maisons sont identiques. J'ai trouvé partout le lourd plateau et des chandeliers identiques. Je les ai emportés et le lendemain, je les ai retrouvés à leur place. Je les porte chez Gockel qui les paie avec un large sourire.
C'est à devenir fou, je me sens une âme monotone de derviche tourneur. Je vole éternellement dans une même maison, dans les mêmes circonstances, les mêmes objets. Je me demande si ce n'est pas là une première vengeance de cet inconnu sans mystère. N'est-ce pas une première ronde de damnés que j'accomplis? Un jour, je n'y allais pas. Ce même soir, Gockel vint me rendre visite, me demanda si je n'avais rien à vendre, m'offrit un peu plus cher encore, à mon étonnement, et finit par faire la moue quand je lui fis part de ma décision. Apportez-moi chaque jour des objets. Dites-moi combien d'or vous en voulez, je vous le donnerai sans plus marchander. Nous sommes liés sur la même roue, Herr Docteur. Nous paierons peut-être plus tard. En attendant, vivons la vie telle que nous l'aimons. Vous avec une belle fille, moi avec une fortune. Jamais plus nous n'avons effleuré ce sujet, Gockel et moi. Alors il arriva que l'atmosphère de la ruelle changea, si je puis m'exprimer de la sorte. J'entendis les mélodies. Du moins il me semblait que c'était une musique merveilleuse et éloignée. Je fis un nouvel appel à mon courage et je formai le projet d'explorer l'impasse au-delà du coude et de remonter vers la chanson qui vibrait dans le lointain. La déception me frappa aussitôt comme une gifle. La ruelle continuait sa route serpentine, mais la nouvelle perspective ne s'ouvrait de nouveau que sur 3 petites portes dans un mur blanc et des viornes. Je serais certainement revenu sur mes pas si, en ce moment, le vent des cantiques n'était pas passé, lointaine marée de sons déferlants. Je surmontai une terreur inexplicable pour l'écouter, l'analyser si possible. C'était un bruit né dans un éloignement considérable, mais énorme, comme celui de la mer. Si je me hasardais au-delà du nouveau tournant, me dis-je. Au fond, mon inertie craintive avait presque disparu. Je franchis en quelques secondes l'espace devant moi, cette fois d'un pas tranquille, pour trouver pour la 3e fois le décor laissé derrière moi. Alors une sorte d'amère fureur où sombrait ma curiosité brisée s'empara de mon être. 3 maisons identiques, puis encore 3 maisons identiques. Rien qu'en ouvrant la première porte, j'avais forcé le mystère intercalaire. Un courage morne s'était emparé de moi. À présent, je m'avançais dans la ruelle, et ma déception s'accrut d'une façon hallucinante. Une courbe, 3 petites portes jaunes, un bouquet de viornes, puis un nouveau coude. Et réapparaissaient les 3 petites portes dans le mur blanc. Tout à coup, au dernier coude que je contournais, cette terrible symétrie se rompit. Il y avait de rechef 3 petites portes et des viornes, mais il y avait aussi un grand portail de bois gris, affreux et patiné. Et de cette porte, j'eus peur. J'entendais à présent la rumeur gronder en proche et menaçante, huer. Je rétrogradai vers la Mollenstrasse. Les périodes redéfilèrent comme des quatrains de Complain, 3 petites portes et des viornes, 3 petites portes et des viornes. Enfin clignotèrent les premières lampes du monde réel. Mais la rumeur m'avait poursuivi jusqu'à la lisière de la Mollenstrasse. Là, elle se coupa au déclin, s'adaptant au bruit joyeux du soir de la rue populeuse. Une terreur sans nom est sur la ville. J'en parlerai pas dans ces brefs mémoires qui ne s'intéressent qu'à moi-même. Si je n'avais pas trouvé un lien mystérieux entre la ruelle ténébreuse et les crimes qui chaque nuit ensanglantent la cité. Plus de 100 personnes ont disparu brutalement. 100 autres ont été sauvagement assassinées. Or,
en dessinant sur le plan de la ville la ligne sinueuse qui doit représenter la Beregongasse, impasse incompréhensible chevauchant notre monde terrestre, je constate avec effarement que tous ces crimes ont été commis le long de ce tracé. Dans une maison de la rue de la Vieille Bourse, les habitants ont tous disparu. Rue de l'Église, on a trouvé 2, 3, 4, puis 6 cadavres. Rue de la Poste, il y a eu 5 disparitions et 4 morts. Et cela continue, se limitant, dirait-on, à la Deichstrasse, où de nouveau on assassine et on enlève. Maintenant, je me rends bien compte qu'en parler serait m'ouvrir à moi-même la porte du Kirchhaus, sombre asile de fous, tombeau qui ne connaît pas de Lazare, ou bien donner libre jeu à une foule superstitieuse et assez exaspérée pour me mettre en pièces comme sorcier. De plus en plus, je me rends compte que la Beregongasse et ses petites maisons ne sont qu'un masque, derrière lequel s'abrite je ne sais quelle horrible face. Jusqu'ici, et sans doute pour mon plus grand bonheur, je n'y étais allé qu'en plein jour. Car pour dire vrai, sans trop savoir pourquoi, j'y redoutais le soir et les ténèbres. Mais voici que je m'y suis attardé, et le nouveau vint de lui-même sous la forme d'un sourd grondement, comme de lourdes portes roulant sur des galets. Je levai la tête et je vis que la clarté d'opale s'était muée en un demi-jour cendreux. J'eus le cœur serré, mais comme le roulement se répétait, renforcé par la puissante résonance du lieu, ma curiosité fut plus forte que ma peur et je montai l'escalier pour voir d'où venait le bruit. Il faisait de plus en plus sombre, mais avant de bondir comme un fou au bas des marches et de m'enfuir, je pus voir. Il n'y avait plus de muraille. L'escalier finissait sur un gouffre, creusé à même la nuit, et d'où montaient de vagues monstruosités. J'atteignis la porte, la Mollenstrasse luisait devant moi comme un havre. Je pris ma course. Une griffe me saisit soudain avec une sauvagerie extrême. « Dites donc, vous tombez de la lune ?» Hein? J'étais assis sur le pavé de la Mollenstrasse, devant un marin qui frottait son crâne endolori et me regardait d'un air stupéfait. Mon manteau était en pièces, mon cou saignait. Je ne perdis pas de temps à m'excuser, mais d'étaler promptement à la suprême indignation du matelot qui criait qu'après avoir abordé quelqu'un si brutalement, on lui offrait au moins un verre. Anita est partie. Anita a disparu. Mon cœur est brisé, je m'effondre en sanglotant sur mon or inutile. Pourtant le quai des Hollandais est bien loin de la zone dangereuse. Mon Dieu, j'ai grandement failli par excès de prudence et de tendresse. N'ai-je pas, sans parler de la ruelle, montré un jour le fameux tracé à mon ami, en lui disant que tout le danger semblait concentré sur ce parcours sinueux. Les yeux d'Anita ont étrangement lui à ce moment. J'aurais dû me douter que l'immense esprit d'aventure qui anima ses ancêtres n'était pas mort en elle. Nouveaux meurtres, nouvelles éclipses de personnes. Et mon Anita a été emportée dans le tourbillon sanglant et inexplicable. L'idée de venger Anita s'est ancrée maintenant dans mon cerveau. J'ai dit simplement à Gockel, « Gockel, je vais me venger. » Soudain, sa figure s'est illuminée comme d'une joie énorme. « Et
Croyez-vous, Herr Docteur, qu'ils disparaîtront? Alors je lui ai donné durement l'ordre de faire charger une charrette de fagots, d'estagnons d'huile et d'alcool brut, d'un baril de poudre de chasse, et de l'abandonner sans conducteur ni surveillant dans la Mollenstrasse, de grand matin. Il s'est incliné très bas, comme un serviteur, et en partant m'a dit: Que le Seigneur vous assiste. Que le Seigneur vous vienne en aide. Je sens que ce sont les dernières lignes que j'écrirai dans ce journal. Contre la grande porte, les fagots sont entassés. Il ruisselle d'huile et d'alcool, des traînées de poudre relient les petites portes proches avec d'autres fagots huilés. Des charges bourrent les crevasses des murs. La huée mystérieuse passe et repasse en ondes continues autour de moi. Aujourd'hui, j'y distingue des lamentations abominables, des plaintes humaines, échos d'atroces supplices de la chair. Mais une joie tumultueuse agite mon être parce que je sens autour de moi une inquiétude folle qui vient d'eux. Ils voient mes terribles apprêts et ne peuvent les empêcher, car seul, je l'ai bien compris, la nuit délivre leur effroyable puissance. Posément, je bats mon briquet. Une longue flamme bleue monte. Les fagots se mettent à bavarder. Un peu de poudre fuse. Je galope par la venelle sinueuse, de coude en coude, un peu de vertige au cerveau, comme si je dévalais trop rapidement un escalier en spirale qui descendrait profondément sous terre. J'avance de courbe en courbe, semant les fagots, les flaques d'huile et d'alcool, le sombre frimas de la poudre. Et tout à coup, à un coude nouvellement franchi, je m'arrête médusé. 3 petites maisons, les éternelles 3 petites maisons, brûlent tranquillement à belles flammes jaunes dans l'air paisible. On dirait que le feu lui-même respecte leur sérénité, car il accomplit sa besogne sans rumeur et sans sauvagerie. Je m'arrête devant la première de ces petites portes, celle que j'ouvris en tremblant il y a quelques semaines. C'est ici que j'allumerai le nouveau brasier. Je parcours une dernière fois la cuisine, les sévères parloirs, l'escalier qui plonge de nouveau dans la muraille. Et je sens à présent que tout cela m'était devenu familier, presque cher. Qu'est-ce là? Sur le grand plateau, celui que tant de fois je dérobais pour le retrouver le lendemain, il y a des feuilles couvertes d'écriture, une écriture élégante de femme. Je m'empare du rouleau. Ce sera mon dernier larcin dans la ruelle ténébreuse. Les striges, les striges, les striges. Ainsi finit le manuscrit français.